Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette interview exclusive sur La Voix de l'Amérique où nous recevons le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo qui est de passage ici à Washington, D.C. Vous savez que Kinshasa a réaffirmé lundi au Conseil de sécurité que Kigali soutient la rébellion du M23, des accusations que Kigali rejette en bloc, et sur fond de montée des tensions sur la frontière entre la RDC et le Rwanda. Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est dit dimanche gravement préoccupé par cette situation entre le Rwanda et la RDC. Pour apaiser les tensions, la RDC a libéré 2 des militaires de l'armée rwandaise qui s'est trouvé entre les mains des FARDC. Pour en parler donc, nous avons sur ce plateau le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes à Washington, D.C. Vous êtes passé par New York, on vous a entendu. Est-ce que vous pouvez nous résumer un tout petit peu, ici à la Voix de l'Amérique, quel est le message que vous êtes venu donner à vos partenaires ici? D'abord, par rapport aux Nations Unies, il faut rappeler que les Nations Unies sont parmi les garants de l'accord pour la stabilité, la sécurité, la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Deuxièmement, faut pas oublier non plus que les États-Unis ont été retenus comme observateurs dans le processus de Nairobi qui a été élaboré par les chefs d'État du Rwanda, du Burundi, de la RDC et cela sous la médiation du président kenyan Uhuru Kenyatta. Et j'ajouterai aussi le fait que les États-Unis d'Amérique sont parmi les plus grands contributeurs des fonds qui financent la MONUSCO, qui est la mission des Nations Unies pour la stabilité de la RDC. Et enfin, les États-Unis sont parmi les partenaires traditionnels qui sont les plus présents au Congo, en RDC, chaque fois qu'il y a des crises majeures auxquelles le peuple congolais fait face. Donc, il a été estimé absolument nécessaire pour que nous puissions avoir, quand je dis nous, je veux parler des Nations Unies, des États-Unis d'Amérique, parce que nous sommes à Washington, que tout le monde puisse avoir les éléments d'appréciation les plus corrects, les plus vrais, de manière que le processus, ou en tout cas les schémas, les perspectives pour absorber la crise sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs et particulièrement en RDC, que ce processus-là, que ces schémas-là qu'on élabore soient les plus efficaces possibles. Donc, nous avons fait une mission d'information auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et auprès de l'un des partenaires importants, de l'un des observateurs, de l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, que sont les États-Unis d'Amérique. Alors, monsieur le ministre, depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, on a senti un effort constant pour un rapprochement diplomatique entre le Rwanda et Paul Kagame particulièrement. Qu'est-ce qui a alors mis le feu aux poudres ces dernières semaines, monsieur le ministre? Bon, vous faites bien de le rappeler. Je crois que parmi les premiers chefs d'État que le président Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré après son investiture, parmi, sinon le premier qu'il a rencontré, c'est le président Kagame du Rwanda. Et puis par la suite, les autres, dont le président Museveni. La conception du président, de nos relations avec nos voisins, il a bien exposé lors de la conférence diplomatique du 28 février dernier. Plus précisément, le président considère que aucun de nos pays de la région ne modifiera la géographie, peut-être l'histoire, parce que l'histoire se fait au jour le jour, mais la géographie, elle est naturelle.
le président part de l'idée aussi que aucun des pays ne pourra durablement tirer les dividendes de perturbations portées sur le territoire de l'autre pays, portées sur la place publique et politique de l'autre pays. Ce serait, il a dit, suicidaire que de se comporter de cette manière-là. Et il conclut en disant que tout le monde a intérêt à vivre en paix. Et nous avons des potentialités, à la fois en termes de ressources naturelles et en termes de population. Il y a une jeunesse pleine d'énergie, dynamique, à travers la sous-région des Grands Lacs. Ce serait tout de même quelque part assez irrationnel, j'allais même dire, sans exagérer, peu responsable que de ne pas optimiser l'exploitation de tous ces atouts pour propulser le développement dans chacun de nos pays. Et c'est ainsi que le président a entrepris de démontrer la volonté du Congo d'évoluer dans le sens de la solidarité, du partenariat et de la coopération. Il ne pouvait pas en être autrement. Rappelez-vous le Congo, gâchette de revolver Afrique de Frantz Fanon. Ce rôle-là, nous devons l'assumer. Mais qu'est-ce qui a mis Je vous en prie, oui. Je vais y arriver. Et le président a entrepris d'approcher tout le monde, recréer la confiance, garantir que le Congo ne fera rien qui puisse perturber la coexistence pacifique, et garantir que le Congo est ouvert. Alors maintenant, je reviens à votre question. Peut-être le Rwanda et ceux qui le dirigent sont mieux placés que moi ou que le Congo pour donner des motivations de ce qui se passe. Mais à tout prendre, on ne serait pas à côté en considérant que quelque part, avec le Rwanda, c'est peut-être la recherche des espaces. Je n'ose pas dire des colonies, c'est dépasser des espaces de vie et des espaces d'exploitation. Et nous disons toujours que cela n'est pas possible avec la RDC, son chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, son gouvernement, le Parlement national, nous tous le Congolais. Nous sommes fermes et déterminés à défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Nous avons des cadres de coopération. CIRGL, parce que la CPGL aujourd'hui, on ne sait plus finalement qu'est-ce qu'elle est devenue. Nous sommes aujourd'hui, nous tous, y compris le Rwanda, la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous avons la ZLECAf. Nous avons un certain nombre d'instruments de coopération qu'on a développés. Tout cela devra nous aider. Donc, la première considération. La deuxième considération, j'ai comme l'impression qu'il y a un certain leadership qu'on veut s'octroyer. Mais ce leadership ne doit pas s'octroyer de la manière où ça se fait. On a l'impression que c'est une ambition de puissance. Mais il faut faire attention. Je pense qu'il faut éviter d'évoluer dans une perspective de grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Mais Voilà. Et en plus de ça, il y a le multinational. Suivez mon regard. Le service est de. Quand on remplit ce type de mandat, on peut se permettre n'importe quoi. Mais nous, le Congolais, ça passera pas. Ça passera pas. Nous sommes cofondateurs de l'Union africaine. Nous avons des hommes de valeur, des leaders de valeur connus dans l'histoire de l'Afrique. Nous assumons notre vocation africaine et nous sommes prêts à partager cette vocation avec tout le monde, mais pas de cette manière-là. Mais monsieur le ministre, le Rwanda revient continuellement avec la rhétorique des FDLR qui vous reprochent d'entretenir. Quel rapport y a-t-il entre le FDLR et le M23 que vous accusez d'être soutenu par le Rwanda?
Vous savez, il y a un pays qui a mis en place une commission sur le génocide. Je ne vais pas citer le pays. Commission parlementaire. Et à l'issue du travail de la commission parlementaire de son pays, de ce pays-là, il y a le président de la commission qui a dit une phrase que j'ai retenue. Il a dit, les génocides, ce sont les Rwandais qui ont tué le Rwandais. Nous pouvons tenir le même raisonnement. Avril 1994, il n'y a pas eu un seul Congolais qui a traversé la frontière. Notre malheur, c'est qu'on nous a imposé d'accueillir des fouillards. Quand je dis on, mon regard va vers New York, où se trouvent les Nations Unies. La Tanzanie a refusé de réfugiés. Nous, on a voulu le faire. Suivez un reportage où vous trouverez ce que Kengo en dit. Mais la RDC a refusé de désarmer les... J'en viens. Laissez-moi parler. Depuis ce drame, ce génocide odieux que nous déplorons, que nous dénonçons nous tous, on a comme l'impression que nous devons en payer le prix. Et ça fait pratiquement 28 ans. Ça n'est pas juste. FDLR, comme cite le nom d'un seul Congolais, qui se trouverait dans ce moment-là. Il n'y en a pas. On dit nous soutenons l'FDLR. Allez, on va raisonner. Du temps du président Joseph Kabila, ok? Je crois 2009, si je me trompe pas. Il a accepté que les troupes rwandaises évoluent en RDC pour mettre fin à ses opposants, à ceux que le régime actuel considère comme des ennemis. C'est pas notre problème. Ils sont arrivés au Congo, ils ont fait longtemps. Pourquoi n'ont-ils pas mis fin au FDLR? Il n'y a pas deux pays au monde, vous êtes journaliste, quelque part vous êtes l'homme qui suit l'actualité internationale. Je ne sais pas si vous pouvez me citer deux pays au monde qui ont ouvert leurs portes à un autre pays pour déployer des activités militaires sur son territoire. Ça, c'est de un. Des deux. Lorsque le président Tshisekedi arrive, je vous ai dit que le premier voyage, je crois qu'il a effectué au Rwanda. Il se voit avec le président Kagame, on se met d'accord, on vit ensemble, fraternité, partenariat, projet pour le développement de la région. Mais en plus, ils se mettent d'accord pour mettre en place des équipes conjointes de vérification et d'évaluation, des équipes, un mécanisme d'alerte précoce pour éviter ce type de conflit. Et par la suite, les responsables des services de sécurité des deux pays, je crois les chefs d'état-major aussi, chefs d'état-major généraux des deux armées, se retrouvent, ils ont mis aussi un mécanisme dont le but est, parce que le mécanisme existe, d'évaluer les dangers sécuritaires que comportent les groupes armés de deux côtés, FDLR, M23 et ainsi de suite. Ça existe, ça fonctionne. Et on a commencé la collaboration. Je peux, pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous dire que nous avons un bilan. Les têtes d'affiche des FDLR, avec toutes les factions, je ne sais pas si actuellement on en parle encore, ces têtes d'affiche ont été neutralisées. Les FDLR et toutes ces factions ont été décapitées, comme on dit. Donc, vous pouvez dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de FDLR qui opèrent à l'est de la RDC? C'est pas ça mon problème. C'est pas ça mon problème. Mais répondez à ma question. Je vais répondre. Il faut me donner le temps de répondre. Nous avons rapatrié au Rwanda les éléments de FDLR et leurs dépendants, épouses et enfants. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000. On l'a fait avec le concours du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Je voudrais que le Rwanda fasse le même compte, le même bilan concernant les M23, parce que les M23, il y a une faction qui est, l'état-major est à Ouganda, une autre partie au Rwanda, et même des anciens combattants qui sont là. Absolument rien. Alors maintenant, ce qui se passe,
Parce qu'on me dit que nous sommes en train de raconter des histoires. Je suis le ministre des Affaires étrangères. Je suis Premier ministre. Je vous regarde dans les yeux, je regarde dans les yeux vos téléspectateurs. Le lundi, je crois, le lundi, ça doit avoir été vers le 17 ou le 20, j'ai oublié la date exacte. Il y a à peine une semaine et demie. Le matin, le président Tshisekedi se trouve à Bujumbura. Il était là depuis le samedi. Il devait partir à Nairobi. Moi, je devais prendre la route de Malabo pour le précéder, où il y avait la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Mon collègue du Rwanda, il m'entend. J'espère qu'il suivra cette émission. Il m'a appelé. Il m'a appelé, mon frère Christophe. Au moment où je vous parle, il y a des bombes qui tombent sur le territoire rwandais. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Je vous ai appelé pour vous dire que mon chef, le président de la République, Kagame, a décidé, je reprends sa phrase, de réagir. Il ne m'a pas dit quel village, il ne m'a pas dit quels étaient les dégâts. Vous avez posé la question? Je lui dis, oui, c'est cela, mais où précisément? Il n'a pas répondu. Je lui dis, écoutez, je vais voir le président de la République, nous sommes à Bujumbura. J'ai vu le chef de l'État qui m'a dit, dites à votre collègue ceci. J'ai appris hier que les M23 ont attaqué les positions de FARDC et le camp, suivez bien, de troupes de la MONUSCO. Et cela n'a pas été démenti parce que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations, Mme Bintou Keïta, l'a dit. Vous avez suivi. Alors, si dans la réplique, dans la légitime défense, il y a eu des dégâts de l'autre côté, qu'ils disent au président Kagame de me donner quelques heures. J'ai dû revoir à mon hôte, le président Ndayishimiye. Quand j'arrive à Nairobi, je vais l'appeler immédiatement pour que nous puissions voir comment cela s'est-il passé et au besoin faire appel aux mécanismes conjoints, bilatéraux et multilatéraux de vérification et nous allons voir comment ensemble gérer la situation. Si cela est arrivé, je lui exprime tous mes regrets. Il faut éviter l'escalade qui risque de mettre en péril le processus de Nairobi et en fait de perturber les relations fraternelles. Ça, il le dit à vous. Laissez-moi terminer. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, mais il faut dire les choses claires. Oui, allez-y. Clairement. J'ai appelé le collègue Miluta. Je suis sorti de la suite du président, je l'ai appelé. Il m'a dit non, c'est fini. Nous devons réagir. Le président est formel. On va réagir, on va répliquer. Voilà. Ça, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit. On m'a communiqué officiellement. Il faut bien retenir. Le lendemain, ça a pété. Ça, c'est de un. De deux. Mais vous avez parlé des militaires rwandais à remettre aux autorités rwandaises. Je dis bien des militaires rwandais. Vous l'avez dit. Tout le monde sait. Mais c'est vous qui nous l'avez dit. Non, c'est pas nous qui l'avons dit. C'est les FARDC qui avaient dit que... Non, c'est pas qu'il avait dit. Qui les a présentés. Dire, c'est autre chose. Okay. Qui les a présentés. Okay. Ils existent. Le gouvernement rwandais... C'est par vous que nous avons su qu'il y a des... Non, attendez là. Ouais. Qui les a présentés. Je pèse bien mes mots. Le gouvernement rwandais n'a pas démenti. Comme d'habitude, il s'est mis à raconter des histoires de FDLR. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se poser des questions? Parce qu'il y a deux éléments de l'armée rwandaise reconnus par les autorités rwandaises qui en réclament j'allais dire, la restitution. Et vous voyez, jusque ça, c'est faux ce qu'on dit. Alors, à supposer que la thèse était vraie, que les FARDC complotent ou combinent ou travaillent avec les FDLR, nous a-t-on présenté pour les événements récents ou passés une preuve, soit qu'il y a un corps d'un élément de FDLR tué dans les accrochages, soit qu'on en a eu des effets, ça n'a jamais existé. Donc ne vous laissez pas prendre par ça.
De quoi s'agit-il et pourquoi cela s'est fait? Un, je vous ai parlé de la question des espaces économiques et tout ce que je vous ai dit. Deux, il faut faire dérailler le processus de Nairobi. Parce que le processus de Nairobi, c'est une solution pérenne, convenue dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui tient à restaurer la paix, la sécurité, la stabilité dans la région des Grands. Donc, ce n'est plus un problème seulement congolais, mais c'est un problème qui est pris en charge par la communauté. Et comme nous sommes tous membres de la communauté, ceux qui sont en face de nous sont pris dans l'étau de la communauté. Deux, c'est créer pour le compte du M23 un espace de négociation. Ce n'est plus consultation, négociation propre pour discuter avec le président Tshisekedi de revolver à la tempe plutôt, et lui dire, vous donnez ça, repositionner. Je dis à l'opinion internationale et nationale congolaise aussi, que cela ne se fera plus. Les histoires de mixage, de brassage, de je ne sais pas quoi, c'est fini. Si vous voulez entrer dans l'armée, vous suivez la procédure. Vous voulez avoir des positionnements, suivez le procédé démocratique. Et un autre élément de motivation. Vous savez que le pape arrive au Congo au mois de juillet et il va passer aussi à Goma et à Kibumba. Le roi de Belge arrive le 7, dans quelques jours, au Congo, il va passer. C'est pour dire à la communauté internationale, vous qui venez là, sachez que nous avons un mois à dire sur le Congo. C'est cela. Faire déraper, nous maintenir dans un état d'un marché libre où tout le monde va exploiter le coltan, l'or et tout. Donc, ce sont des motivations. Et on ne comprend pas sur la question comment un mouvement rebelle, un groupe détruit il y a 10 ans par la force d'intervention de la MONUSCO, a-t-il pu être exhumé, réapparaître sur la scène militaire avec un armement lourd, avec des hommes aguerris, professionnels, et pousser l'outrecuidance à son summum en attaquant les troupes des Nations Unies? D'où viennent les moyens et comment cela? Qu'est-ce qui explique que chaque fois qu'il s'agit du M23, le Rwanda s'agite? Voilà. Alors, le Rwanda dit que c'est un problème entre Congolais, mais parlons plutôt de la libération de ces deux militaires rwandais. Le président Tshisekedi se déplace à Luanda pour rencontrer son homologue angolais, Joao Lourenço, alors que le président Kagame reste chez lui et décide de libérer les deux soldats rwandais capturés sur le sol. Quelle est la stratégie? Parce que, mais c'est simple. Parce que c'est vous qui vous plaignez de ce qui se Nous passe. ne nous plaignons pas. Je vous parle comme ancien magistrat. Oui. C'est plein d'autres choses. Vous accusez. C'est vous qui accusez. Nous n'accusons pas. Qu'est-ce que vous mais faites? nous disons, voici ce qui se passe chez nous. Vous Nous ne sommes pas présentez les faits. Mais non, attendez un peu. C'est pas si simple que ça. Oui. Voici ce qui se passe chez nous. Nous appartenons à des organisations internationales. Nous avons des partenaires. On leur donne l'information, on leur porte l'information, on leur dit ce que nous pensons. Et quand on nous dit qu'est-ce que vous attendez de nous, nous disons ce que nous attendons. Mais revenez à ce que vous m'avez posé. Vous libérez. Bon, voilà. C'est pas un aveu d'impuissance quelque part? Non, attendez un peu là. Ouais. La mission du président Lourenço, c'est une mission qui lui a été confiée par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Malabo, sommet où j'ai représenté le gouvernement, la République démocratique du Congo, et c'est à notre demande. Faut pas oublier ça. Et c'est normal, parce que le président Lourenço, c'est le président de la CIRGL. À l'Union africaine, il y a le principe de la subsidiarité, de la complémentarité. Donc, il faut commencer par là. Et l'Union africaine aussi a chargé le président Moussa Faki de la Commission de l'Union africaine de suivre le dossier. Il faut lire le PV et tout. Est-ce qu'il est logique en ce moment-là que le président Lourenço, qui est aussi notre voisin immédiat, qui a cette mission de l'Union africaine, organisation à laquelle nous appartenons, et si vous ne savez pas, nous sommes membres du bureau, parce que nous avons la chaire de reporters, prend l'initiative, veut faire son travail, et le président Tshisekedi dit « je ne viens pas ». Ça ne fait pas sérieux. Le président Kagame n'est pas venu, il a ses raisons. Donc, c'est pas faiblesse,
c'est pour dire que nous savons prendre de la hauteur. Deux, la question de quoi là? De 2 soldats. Vous dites, on les a libérés, on a donné l'accord. Et ma nuance est de taille. On va remettre ces prisonniers au président Lourenço. En fait, regardez bien, on porte la preuve sur la place internationale. On veut dire que tout ce que le Rwanda vous dit c'est faux, en voici la preuve. Est-ce qu'il y a une preuve plus que celle-là? C'est ça. C'est maintenant au président Lourenço qu'il appartient de savoir comment mettre en contribution à la fois cette pièce à conviction et les bonnes dispositions d'esprit de la RDC de trouver une solution définitive. On ne peut pas se contredire. Je l'ai dit à l'Union africaine, je l'ai dit au Conseil de sécurité, et ici où je suis venu en bilatéral, je le dis et je dis à tous les partenaires. Voilà, c'est tout. Donc, c'est au médiateur maintenant de savoir comment il va articuler toutes ces pièces, tous ces éléments pour arriver à dénouer la crise. Alors, vous allez les remettre, ces militaires rwandais. Qu'est-ce que vous attendez en échange du Rwanda, comme dans tous les conflits Écoutez, il y a un premier acte important qu'il faut poser. C'est que les M23 quittent les localités qui lui restent encore, parce que les autres localités, les FARDC les ont récupérées. Et que le Congolais, que l'on a forcé au déplacement, reviennent dans leur maison, dans leur village. Il faut dissocier cet acte-là de l'obligation, de la nécessité d'obtenir le rapport du comité du mécanisme conjoint d'évaluation, qui a déjà fait un travail et à qui on a remis même les effets qu'on a pris. Dissocier aussi cette nécessité de l'égalité, cette nécessité, si vous voulez, de normalisation du côté de Rutshuru et de toutes les localités qui ont été prises. Il faut dissocier cela de, si vous voulez, du processus de discussion avec le président Kagame. Parce que on ne va pas entériner, on ne va pas consacrer un acte aussi grave que ça, qui viole les règles de droit international, qui viole aussi les règles de droit humanitaire, de droit international humanitaire. On ne doit pas non plus introduire cet élément d'irrégularité, d'illégalité, de violence dans les négociations. C'est comme si on était en train de se plonger, de tomber dans les pièges du M23 et du Rwanda qui tenaient à avoir une position de négociation. Vous voyez? Donc, la première chose, et je le dis devant votre micro, si le médiateur, président Lourenço, veut créer les conditions d'un bon dialogue, que nous souhaitons un dialogue sincère, et si toutes les institutions internationales qui sont disposées à contribuer veulent qu'on arrive, il faudra illico presto que le M23 dépose des armes, qu'il rentre dans ses positions, je ne sais pas dans quelle forêt, dans quelle savane ils étaient, et que le Congolais retrouve leur domicile. Qu'est-ce que vous attendez? Deuxième élément maintenant, parce que nous avons notre thèse, qui est vrai, je viens de vous le prouver, que c'est le Rwanda, et dans leurs arguments, qu'est-ce que nous attendons? Que ça finisse, qu'on ne revienne plus à ça. Qu'est-ce que nous attendons? Que cette médiation ponctuelle, conjoncturelle, se termine vite par le retour dans le pristine état, de manière que le processus de Nairobi avance, parce qu'à la date d'aujourd'hui, il est important de le dire, le président Tshisekedi et le président Uhuru, à travers le secrétariat exécutif du processus de Nairobi, qui est composé du représentant du président Uhuru et de la délégation, d'un côté, de l'autre côté, c'est un comité conjoint du représentant du président Tshisekedi et d'une équipe technique. Ce comité a déjà pris langue avec à peu près 56 chefs de groupe armés et 40 chefs de communauté
locales. Il reste maintenant la société civile et dont les femmes. Vous voyez, donc de tout doit cheminer sur ce résultat-là et alors le président Uhuru et la communauté de l'Afrique de l'Est, l'Union africaine, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, tout reprennent le dossier pour continuer. Alors, monsieur le ministre, la RDC a exclu les M23 des négociations de Nairobi. Comment compte-t-elle alors régler la question de la démobilisation et de la réinsertion? Écoutez, la RDC n'a pas exclu. On est en négociation à Nairobi avec un groupe de délégués de M23. Les autres déclenchent des hostilités. Vous voyez ce que je vous ai dit, faire en sorte qu'on ait un pouvoir de négociation et qu'on soit les seuls maîtres à bord de groupes armés, ce qui n'est pas admissible. Alors on lui a dit, faites le choix. Les armes ou les consultations. Donc ce n'est pas nous qui avons exclu. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous avons pris acte de ce qu'est. En fait, c'est un mouvement qui n'a rien à faire. Et je vous dis que dans les processus de Nairobi, il y a Yakutumba, il y a Zaïre, il y a Codeco et le M23 qui n'aiment pas de négociation. Mais le M23 est allé jusqu'à reprendre la violence. Et je vous dis aussi que dans le communiqué du 21 avril de Nairobi, il est prévu qu'au bout des discussions, c'est-à-dire que chaque chef d'État de la région qui a affaire à un groupe armé ou à des groupes armés doit faire un effort de rapprochement, comme je vous ai dit au début de l'émission. Et les groupes armés qui ne vont pas suivre pour arriver sur le PDDRC sera considéré comme, ou seront considérés ce groupe-là comme des forces négatives qui seront combattues par une force en attente de la communauté de l'Afrique de l'Est. Donc ça va être une neutralisation par les armes. Alors maintenant, le PDDRC, dans ce contexte-là, c'est une offre de paix, une offre de réintégration, de réinsertion sociale, des démobilisations, des armements, réinsertion communautaire et sociale. Si un groupe armé ne veut pas aller, ne veut pas prendre la main tendue d'un chef d'État, et pour nous, du président Tshisekedi, c'est son droit. C'est son droit. L'adhésion au programme auquel vous faites allusion, en fait, c'est la dernière chance. Et beaucoup de bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux se sont engagés à financer. Avant-hier, au Conseil de sécurité, je crois, le représentant de la France a annoncé un montant. Donc, c'est une main tendue et le président est très ouvert. Il appartient à chacun de décider de ce qu'il veut. Voilà. Et ce qu'a fait le M23, le Conseil supérieur de la défense qui s'est réuni il y a quelques jours a pris une option. Tant que le M23 est ce qu'il est, dans la perspective d'une organisation terroriste, une organisation qui sort des schémas de paix, c'est sûr qu'on va l'assimiler à une force négative et on nous prendra des responsabilités. Alors, supposons que demain vous mettez à négocier avec le Rwanda, avec en face du président rwandais Paul Kagame. Et qu'est-ce que la RDC apporte sur la table de négociation? Qu'est-ce que vous dites par apporter sur la table de négociation? Qu'est-ce que vous apportez pour mettre fin à cette situation qui a assez duré? Mais ce que nous apportons, mais c'est ce que je suis en train de dire. Le Rwanda Qu'est-ce nous que dit, vous mettez sur la table? attendez un peu. Ouais. Le Rwanda nous dit, vous soutenez l'FDLR. Démontrez-nous ça. Et si le Rwanda nous démontre et qui nous dit, pour moi, n'est pas composé avec l'FDLR, c'est ça, on va lui dire, ça, on ne le fait pas parce que. Cette vérité-là, faut qu'on se la dise. Et qu'est-ce que la RDC apporte? Je sais pas quoi d'autre. Parce que nous appartenons à des organisations sous-régionales, de coopération et de partenariat. Voilà. Nous avons des instruments de coopération avec le Rwanda, avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda, on est même passé à la réalisation de projets sur le terrain. Alors, c'est au Rwanda de nous dire qu'est-ce qu'il veut de nous. Nous, on lui dit, ne venez pas dans nos affaires, s'il vous plaît, faisons de la coopération dans l'intérêt de nos peuples. C'est ce que le monde entier attend de nous. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Lutundula, d'avoir répondu à nos questions. Un dernier mot à tous les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment, les Congolais à travers le monde. Ben, c'est simple. Chaque peuple
grandit quand il assume son histoire. Chaque peuple grandit quand il affronte des crises et se rassemble autour de ce que moi j'appelle le front commun de la nation pour faire triompher la cause commune. Je suis heureux d'observer l'élan de patriotisme, ce flambeau de patriotisme qui brille partout dans les firmaments de la RDC, partout dans tous les territoires nationaux. Il faut le consolider. Il faut que nous nous rassemblions tous autour des FARDC, de nos services de sécurité, de la police et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui en a le commandement constitutionnel et qui est notre représentant constitutionnel, article 69 de la Constitution, pour faire face à cette énième crise qui nous est imposée et la résoudre rapidement. Nous devons être fermes, déterminés, mais parce que nous sommes un peuple d'Afrique, parce que la Constitution a consacré à l'article 217 la vocation africaine de la RDC, parce que nous sommes cofondateurs de l'Union africaine, parce que nous savons que le destin de l'Afrique se joue au Congo et que le destin du Congo se joue aussi en Afrique. Nous restons ouverts. Nous restons ouverts au dialogue dans le respect des règles de droit international, dans le respect de la justice la plus élémentaire. C'est de cette façon que nous allons avancer. Devenons une puissance. Consolidons notre armée. Et je termine en disant, un État sans un système de défense fort et puissant, je parle de système de défense, c'est comme un corps sans immunité. La plus petite maladie, le plus petit virus peut l'emporter. On n'emportera jamais la RDC. Continuons le combat. Continuons le combat. Voilà. C'est tout ce que je peux dire aux Congolais. C'est une phase de l'histoire, ça va passer. Monsieur Christophe Lutundula, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères. Vous étiez des passages ici à Washington DC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.